Alors je rappelle également une autre chose avec une courbe que je vous avais déjà montrée, celle-là y ressemble. Vous avez ici les trois familles d'énergie que nous utilisons sur Terre aujourd'hui. Donc les énergies renouvelables, les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, ou les énergies nucléaires plus exactement. Et ce que vous voyez, c'est que l'énergie renouvelable qui représentait la quasi-totalité du fonctionnement de l'humanité il y a 2 siècles, et même la totalité il y a 3 siècles, eh bien sa part n'a pas cessé de diminuer au cours de l'essor industriel pour tomber à des valeurs très basses qui sont raisonnablement stables depuis. Donc une blague qui m'arrive souvent de faire est de dire un monde 100% renouvelable, je sais très bien à quoi ça correspond, j'ai au moins un point j'ai au moins un point d'échantillonnage où je vois très bien à quoi ça correspond, c'est le monde il y a 3 siècles. Hein, et le monde il y a 3 siècles, c'est 700 millions d'habitants sur Terre, avec une espérance de vie à la naissance légèrement inférieure à 30 ans, et l'essentiel des gens agriculteurs. Donc 100% renouvelable, il y a au moins une situation dans laquelle je sais que ça marche. Maintenant, la question, évidemment, c'est est-ce qu'on a le moindre espoir que ça marche aussi avec une humanité de 8 milliards d'individus qui ont envie d'avoir des baskets pour pas cher livrées par Amazon et de pouvoir aller au cinéma quand ça leur chante et de ne pas se casser le dos toute la journée. Voilà. Et ça, vous allez voir que la réponse, c'est une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, avec probablement un peut-être ben que non qui est un peu plus fort que l'autre. Alors aujourd'hui, les énergies renouvelables, ça représente donc 16% de la quantité d'énergie primaire que nous utilisons, donc celle qu'on extrait de l'environnement. Les chiffres que vous avez là-dessous, je vous rappelle encore une fois qu'il y a primaire et finale pour l'énergie et que pour l'électricité qui est faite avec de la chaleur, il y a une énorme différence entre les deux. Alors pour l'électricité qui n'est pas faite avec de la chaleur, typiquement le vent ou l'hydroélectricité, il y a toujours un éternel débat de savoir si ça doit être compté en équivalent final ou en équivalent primaire. Alors là, c'est compté en équivalent primaire, c'est donc la version la plus favorable possible aux énergies renouvelables purement électriques. Alors ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que le bois, aux dernières nouvelles, parce que l'année dernière, je pensais que c'était 10, maintenant cette année, j'ai d'autres chiffres qui me disent que c'est 7. Bon, c'est ce que je vous disais, à 30% près. Mettez en ordre de grandeur que c'est un petit 10% de la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde, mais la fraction renouvelable est sûrement pas de 10%. Hein, elle est plus bas. L'hydroélectricité est donc la première des énergies renouvelables hors biomasse que nous consommons. Et vous voyez qu'en équivalent primaire, ça fait à peu près pareil que le bois. En équivalent final, évidemment, ça serait 3 fois moins, enfin 2,58 fois moins. Ensuite arrive le vent. Alors le vent a significativement augmenté ces dernières années, mais vous voyez que ça ne représente encore, avec la convention la plus favorable, qu'un gros 1% de l'énergie primaire. Et par ailleurs, si vous vous rappelez bien de ce que je vous avais montré au premier cours, ça, pendant que le vent augmentait, le charbon a augmenté 5 fois plus vite. Hein, donc là, je reste dans les énergies renouvelables, évidemment. Après, vous avez les agrocarburants ici qui vous représentent une fraction de pourcent. Et pourtant, les agrocarburants consomment déjà 40% du maïs cultivé aux États-Unis, 40%, pour faire de l'éthanol, sachant que les États-Unis sont le premier producteur de maïs au monde avec à peu près un tiers de la production mondiale. Hein. Donc si vous faites un tiers de 40%, ça vous fait à peu près, ça vous fait 13, quelque chose, et je vous ai mis 14, parce qu'il y a un peu de maïs qui est utilisé pour faire des agrocarburants ailleurs, y compris en France. En France, vous avez également des agrocarburants qui sont faits avec du maïs, du blé et des betteraves. C'est ce qu'on a coutume d'appeler, j'y reviendrai après, les agrocarburants de première génération. Et enfin, ici, vous avez le solaire photovoltaïque qui représente aussi une fraction de pourcent. Alors même si ça augmente rapidement, ça part de très très bas et c'est une fraction de pourcent de l'énergie mondiale aujourd'hui. Et la question qu'on peut se poser évidemment, c'est est-ce que ça va continuer à augmenter aussi vite qu'aujourd'hui ou pas, ou est-ce qu'il y a des facteurs limitants qui font que c'est pas sûr que ça continue d'augmenter à cette vitesse? Oui. Les biocarburants, ils sont aujourd'hui, j'ai une partie qui en parle plus tard, vous verrez. Ça alimente des engins de transport, essentiellement. Donc en fait, c'est mélangé à l'essence ou au diesel. C'est incorporé à l'essence et au diesel et servi avec l'essence et le diesel. Par exemple, en France, vous avez une obligation d'incorporation de biocarburants à hauteur de quelques pourcents, je ne me rappelle plus du chiffre exact, 6-7, dans les carburants pétroliers. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un carburant pétrolier, en fait, il y a quelques pourcents de biocarburants dedans.
Alors, il y avait une autre question. Ça, c'est en MTEP. C'est pas marqué? Ah, je suis désolé. C'est des millions de tonnes équivalent pétrole. Oui. Le biogaz, c'est un gaz qui est fait avec de la fermentation de matières végétales ou de résidus animaux, typiquement des déjections, la graisse dont on ne veut pas après abattage des animaux, on fait des trucs comme ça. Voilà, et après qu'on traite, ça a plusieurs utilisations. La principale d'entre elles, aujourd'hui en France et encore plus en Allemagne, c'est de faire de l'électricité. Donc en fait, c'est une petite centrale à gaz, sauf que le gaz est d'origine végétale. Vous pouvez également vous en servir pour le liquéfier et faire avancer des engins de transport qui roulent au gaz naturel liquéfié, GNL. Et ce gaz naturel, vous pouvez le remplacer par du biogaz. Vous pouvez également l'injecter dans le réseau de gaz. Et à ce moment, vous l'utilisez comme du gaz pour du chauffage ou... Voilà. Oui. L'agriculture est responsable de la déforestation. Ah, bonne question. On verra ça dans le bilan carbone des biocarburants tout à l'heure. Bien sûr, ça compte. Si vous avez un biocarburant qui est issu de surfaces qui ont été soit déforestés pour l'occasion, soit qui étaient anciennement consacrés à des cultures alimentaires, mais du coup avec une pression qui se reporte sur de la déforestation, c'est pire que si vous utilisez du pétrole, en gros.